enzara mosara mbitungananye yashize kutungangu nalegeti yakambitumbamo yashize kutungangu nalegeti gingo anyama yashize kutungangu nalegeti batango asusu yashize kutungangu yashize kutungangu kutungangu Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans notre émission Chambre d'agriculture magazine. Notre émission de ce jour sera consacrée sur la première session ordinaire du comité de pilotage du processus de réforme de la Chambre d'agriculture qui avait eu lieu du 13 au 14 mars 2019 dans la salle de conférence du ministère des Eaux et Forêts et qui a pour objectif d'examiner les différents produits reçu par la suite du projet TCP-CAF 3604 appuyé par la FAO et qui a pour but de donner la crédibilité à la Chambre d'agriculture. Ainsi, les produits suivants sont attendus à la suite de ce projet: le statut, les règlements intérieurs, la stratégie de mobilisation des ressources et un cadre de partenariat public-privé pour le financement des acteurs. Pour en parler, je suis Ghislain Armatoundam, chef de service de communication consulaire à la Chambre d'agriculture. Dans la première partie de notre émission, nous serons avec deux membres du comité de pilotage pour savoir les raisons et intérêts de cette assise. Et dans la seconde partie, nous allons échanger avec M. Henri Wicon, ancien président de la Chambre d'agriculture et l'un des consultants du projet TCP-CAF 3604 de la FAO. Nous sommes en train de parler de la tenue de la première session ordinaire du comité de pilotage du programme de réforme de la Chambre d'agriculture. Pour en savoir plus, nous allons retrouver M. Dominique Ngonzo, vice-président de l'Union nationale des exploitants de palmiers à huile et autres aléagineux, en abrégé UNEXPALM, qui est l'un des membres du comité de pilotage. Il nous explique les raisons de cette assise. C'est les assises concernant la restructuration de la Chambre d'agriculture. Et comme vous savez, la Chambre d'agriculture, depuis des années, ne fonctionne pas bien. Maintenant, on est revenu dans le système démocratique, que la Chambre d'agriculture soit gérée par les acteurs proprement dits. C'est les acteurs de l'agriculture, de l'élevage, du tourisme et de tous les acteurs de cette Chambre-là. C'est pourquoi nous sommes en train de réfléchir. Donc on a réfléchi beaucoup sur le statut, les règlements intérieurs. On a un projet que la FAO, le gouvernement centrafricain a négocié à la FAO, que la FAO nous a mis en place pour essayer de voir quelles sont les capacités que cette chambre, quand elle sera mise en place, peut drainer des ressources. Et quel type d'activités elle peut faire pour atteindre les objectifs de ses membres. C'est dans cette optique qu'on s'est réunis et puis on a discuté de ces documents, dont on a repoussé ce document pour dire qu'il faut nous donner une proposition concrète de ce que nous voulons faire pour drainer ces ressources. Ça, c'est l'un des points. L'autre point qui est plus important, on a discuté du statut, du règlement intérieur. On s'est rendu compte qu'il y a des insuffisances dans ces deux documents. Surtout le statut, il est un peu plus volumineux que le règlement intérieur. On a rejeté, on a demandé qu'on complète ces dossiers-là pour qu'ils soient à la hauteur d'une chambre d'agriculture moderne. Donc, ils sont en train de faire ce travail. Ça, c'est l'un des éléments les plus importants. L'élément qui nous a beaucoup retenu à la fin, c'est ce cadre de partenariat public-privé qu'on a essayé de chercher à mettre en place pour financer le petit membre de cette chambre-là, pour qu'on puisse avoir des fonds de garantie à notre niveau et mettre ce partenariat qui est en place. Et nous avons eu un bon consultant qui a bien réfléchi. Il a passé en revue rapidement l'agriculture centrafricaine, tout le développement de l'agriculture centrafricaine. Qu'est-ce que le gouvernement a mis en place? Quel est l'historique de tout ce que nous avons fait? Il a fait aussi le point des microfinances, les capacités de financement dans ce pays, de tout ça. Et puis on a discuté. On s'est rendu compte que l'initiative est meilleure. On doit compléter ces documents qu'il détient. On doit lui apporter des solutions. Et on peut, avec ces solutions, à partir de ça, qui pourrait nous présenter un cadre bien de partenariat public-privé
On a donné un exemple simple. Vous savez, moi j'ai vécu un cas où j'ai vu comment on a fait un exposé sur Olam Centrafrique, Olam Gabon. Le gouvernement gabonais a fait venir Olam et a fait partenaire public-privé. Et le Gabon, actuellement, est l'un des grands producteurs de l'huile de palme exportateur dans la zone de l'huile exportateur. Sa balance de paiement s'est améliorée à cause de ce partenariat public-privé. Donc si nous mettons des partenariats publics-privés bien en place, on sera à l'aise. C'est à partir de ça qu'on avait fait cette discussion et on a conclu, on était content et que dorénavant, on va arriver à aboutir ces documents juridiques. Nous avons les documents juridiques, nous avons les documents de proposition qui seront faits et avec ces documents, tout rassemblés, on sera content pour avoir un document et comme ça, on va se préparer doucement pour que la chambre se restructure normalement pour qu'on puisse avoir une chambre dynamique par rapport à ça. Par ailleurs, le statut et le règlement intérieur public et privé ont été validés avec amendement, tandis que le règlement intérieur a été rejeté pour le complément d'information avant la validation dans les jours à venir. Pour M. Henri Ngwandia, président de la Fédération des groupements d'artisans de Centrafrique, FEGACA, il nous situe sur l'intérêt de ces documents. À ce niveau-là, je dois dire que j'ai obtenu satisfaction parce que la Chambre d'agriculture est un outil de développement de tous ces agriculteurs. C'est à partir de là que l'agriculteur, quand je dis agriculteur, c'est au sens large, hein, c'est toutes les entités que je viens de citer, c'est à partir de là que, l'union faisant la force, que les gens peuvent évoluer. Et c'est pour ça qu'on a entamé la restructuration, de telle manière à ce que chacun, au lieu d'être individu dans son coin, rentre dans un réseau. C'est quand il rentre dans un réseau qu'il devient plus fort. Parce que maintenant, les financements, on ne va pas donner à monsieur un tel. Non, on va donner à un tel groupement, à une société coopérative. C'est pour cela que la Chambre a besoin de ces statuts pour mettre en place des sociétés coopératives, des coopératives, plutôt que d'encourager. Bien sûr, on n'oubliera pas les individus, mais on va les encourager à être groupement, en société coopérative, en réseau. C'est là qu'il y a les financements. Donc c'est là pour nous l'intérêt de voir qu'il faut que la Chambre d'agriculture soit bien structurée légalement, judiciairement et dans ses fondamentaux et au niveau des structures aussi. Donc voilà, c'était ça l'objet. Pour nous, c'est ça l'intérêt, d'avoir un outil qui permette aux Centrafricains et Centrafricaines de se développer dans un cadre commun. Sinon pas, ça ne marche pas. Nous parlons de la première session du comité de pilotage qui avait eu lieu le 13 et le 14 mars 2019 dans la salle de conférence des eaux et forêts qui était portée exclusivement sur l'examination des produits reçus suite au projet TCP-CAF 3609. Suivons maintenant M. Henri Wicon qui fut ancien président de la Chambre d'agriculture et l'un des consultants du projet TCP-CAF 3604. Nous étions tous partie prenante à la première session 2019 du comité de pilotage du projet TCP-CAF 3604 après la réforme de la Chambre d'agriculture. Et donc, session au cours de laquelle les livrables, ce que nous appelons livrables dans notre terme, ce sont les principaux documents qui ont été élaborés au cours de mise en œuvre de ce projet et qui doivent permettre la conduite du processus de réforme de la Chambre d'agriculture, d'élevage des eaux forêts, chasse-pêche, qui est engagé depuis plus de 14 mois aujourd'hui. La Chambre d'agriculture de la République centrafricaine a été créée en 1964 et dans un modèle pyramidal, c'est-à-dire que la Chambre est structurée de manière, la représentation se trouve au niveau de Bangui, mais au niveau du terrain, il n'y a pas de représentation. Et donc, il est apparu nécessaire
que cette chambre soit réformée. Mais pour quelles raisons? Vous savez qu'avec la politique d'ajustement structurel durant les années 80, les ressources de la Chambre, qui étaient principalement basées sur les quotes-parts et les centimes additionnels, ont été captées par l'État et remplacées par des subventions dont les montants ne pouvaient pas permettre à la Chambre d'être opérationnelle auprès de ses adhérents. Et cette situation s'est renforcée avec les différentes crises que le pays a connues jusqu'à aujourd'hui. Donc, tous les adhérents de la Chambre se sont retirés. Et donc, cette institution de représentativité des acteurs du développement du monde rural a pris donc la configuration d'une coquille vide. Dès lors, le gouvernement a pris la décision de la réformer. Mais comme vous le savez aussi, notre pays est aujourd'hui dans la logique, ou plutôt dans les perspectives de mise en œuvre d'une politique de décentralisation. Décentralisation dont la loi, si mes souvenirs sont bons, a été prise en 1996. Et l'idée de cette réforme, c'est de rendre la Chambre aux adhérents. Que, je disais, l'idée, c'est de rapprocher cette institution de ses adhérents. Et cela passe par la mise en place des chambres régionales. Après quoi, nous allons avoir au niveau national une chambre nationale, ailleurs appelée Assemblée permanente des chambres consulaires d'agriculture. Donc, la dynamique est lancée, mais pour tout processus, il faut qu'il y ait des documents d'orientation, et des documents sur la base desquels le processus de réforme peut être conduit. Et donc, au cours de mise en œuvre de ce projet, quels sont les documents qui ont été produits? Nous avons eu de tous les anciens documents juridiques et réglementaires de la Chambre, ce qui a conduit à faire de nouvelles propositions. Et comme nous évoluons vers de nouvelles structures, il va falloir proposer un projet de loi portant création des chambres d'agriculture et et quand je dis les chambres d'agriculture, je fais allusion aux chambres régionales, il y en aurait 7, et à l'Assemblée nationale, donc la Chambre nationale, il y aura donc la 8e chambre qui va être la Chambre nationale qui va chapeauter l'ensemble des chambres régionales. Donc il y a un projet de loi qui doit porter création de ces chambres consulaires. Il y a des projets de statut et de règlement intérieur de ces nouvelles institutions consulaires, mais il y a aussi un document portant sur la stratégie de mobilisation de ressources. Comment est-ce que ces nouvelles institutions consulaires, outre l'appui que l'État peut leur apporter, comment ils doivent faire pour mobiliser des ressources financières durables pour assurer le fonctionnement, leur fonctionnement et donc apporter les services dont les ressources ont besoin. Et le 4e document important, c'est le document cadre de partenariat public-privé, qui donc est un document cadre, un genre de contrat par lequel l'État va d'abord concéder, va confier à des prestataires privés, n'est-ce pas, la gestion et le financement, par exemple, si nous parlons de nos acteurs, le financement de leurs investissements, mais à travers quoi? Et dans le document du projet, nous avons pensé qu'il faut que l'État mette en place un fonds de garantie. Ce fonds de garantie va être géré par une institution de microfinance qui va donc procéder à l'enregistrement des demandes des bénéficiaires, qui sont d'abord les acteurs du monde rural, et leur donner les crédits, leur octroyer les crédits en fonction de projets qui vont devoir présenter à faire. Voilà donc des documents. Mais ces documents devraient d'abord être soumis
à l'examen du comité de pilotage. Le comité de pilotage a été mis en place par le ministère en charge de l'agriculture et du développement rural. C'est une instance d'orientation. Donc il était nécessaire que tous ces documents soient examinés par les membres du comité de pilotage de ce projet, qui sont en substance les représentants des 4 ministères de tutelle, ministères techniques de tutelle, et les représentants de tous les acteurs du monde rural, y compris de la société civile, qui ont donc, pendant cette session du 13 au 14, ont eu la possibilité de regarder, apporter leur contribution et faire en sorte que, sur la base de ces contributions, les documents présentés soient revus, mais qu'ils aillent maintenant à l'épreuve de prévalidation au niveau régional. Donc, nous allons organiser des ateliers régionaux de prévalidation de l'ensemble des documents que je viens d'énoncer ici. J'étais en train de faire le développement normatif de la chose. Mais au cours de cette session, clairement, le document le projet plutôt de statut a été adopté avec amendement. Le projet de règlement intérieur, un document standard qui doit être adapté par chaque chambre consulaire, quant à lui, a été jugé insuffisant et a été renvoyé pour davantage être renseigné. Et le troisième document qui est la note relative à la stratégie de mobilisation des ressources financières, ce document également a été examiné et les commissaires ont estimé que ce document était insuffisant s'il fait l'état des différentes possibilités de ressources auxquelles la Chambre peut accéder. En revanche, ce qui ne montre pas, c'est comment, c'est-à-dire la stratégie, la manière dont la Chambre ou les représentants de la Chambre devaient se prendre pour pouvoir mobiliser ces autres ressources. Et donc c'est cette dimension qui manquait à ce document. On va donc demander au consultant qui l'a produit de pouvoir le compléter. Et le dernier document, qui concerne le document cadre de partenaires public-privé pour le financement, c'est également un document qui a été adopté, et comme vous le savez toujours, avec amendement. Donc l'ensemble de ces documents ont fait l'objet d'observations et d'orientations qui doivent être pris en compte par les différents auteurs, de manière à ce que dans 2 mois, on revienne pour soumettre à nouveau des documents pouvant comporter et corriger tout ce qui a été en quelque sorte constaté comme insuffisance, comme insuffisance pour que nous puissions aller de l'avant. Voilà, donc je l'abordais en substance. Après que nous allons revenir vers le comité de pilotage dans 2 mois, j'imagine, à partir de ce mois, nous allons aller aux ateliers régionaux de prévalidation de ces documents. Nous sommes en train d'engager tous les acteurs du monde rural dans la dynamique de réforme de la Chambre. Cela veut dire que nous devons avoir les avis de tous les adhérents sur ces documents. Donc, l'objet de ces ateliers régionaux est de recueillir aussi les avis des acteurs régionaux sur ces documents. Après quoi, leurs contributions vont être intégrées dans le document et le document revu après l'épreuve de prévalidation va être soumis à l'atelier national de validation, atelier qui aura donc un enjeu majeur parce que non seulement il va avoir la partie nationale, mais surtout nous aurons nos partenaires techniques et financiers qui attendent, n'est-ce pas, que cette dynamique-là se poursuit pour qu'ils puissent apporter leur contribution pour pouvoir permettre, par exemple, d'aider les nouvelles chambres régionales à avoir des assises pour habiliter leurs services, pour pouvoir aider les nouvelles chambres à renforcer les capacités de nouveaux élus consulaires, les aider à comment bâtir, par exemple, des projets bancaires, comment
faire pour mobiliser des ressources et rendre des services essentiels dont les adhérents ont besoin. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est quand même un document qui est assez dense, mais la différence c'est que les premiers statuts concernaient une chambre unique, alors qu'il s'agit maintenant d'une chambre qui va avoir des démembrements. Donc il va falloir tenir compte de ces démembrements-là. Donc les statuts qui sont en train d'être revus, donc tenir compte des chambres régionales. Quelles sont les dispositions au niveau national, quelles sont les dispositions au niveau régional? Ce sont ces aspects de choses qu'il va falloir intégrer dans le nouveau texte de statut. En revanche, tout ce qui relèverait, par exemple, des conditions générales, bon, c'est standard, ça va être valable aussi bien pour la chambre régionale que pour... Bon, les statuts, je préfère plutôt dire en quoi la chambre décentralisée peut-elle être vraiment un outil pour les acteurs du développement. En fait, la chambre, en tant qu'institution consulaire, c'est une structure de représentativité, de formation. Et donc, l'intérêt pour les acteurs d'avoir un tel outil, c'est qu'au moins ils peuvent avoir une voix et se faire entendre à la fois. S'il y a un programme qui est, je prends un exemple, un programme de développement qui concerne une région, ça peut être la région numéro 7, dans ce bagage environ, n'importe quelle région de la RCA, mais que les ressortissants de cette région-là, les acteurs de développement du monde, aient une voix sur le programme. On va leur présenter le programme, ils vont regarder et le programme et le financement, est-ce qu'ils y trouvent leur compte? S'ils ont des avis, ils vont regarder là-dessus. Ça, c'est quelque chose de très important. On ne peut plus rester à Bangui, monter un projet et venir le calquer sur le terrain. Mais s'il y a l'initiative d'élaborer un projet, il faut aller vers les bénéficiaires et les principaux bénéficiaires sont les acteurs de développement. Il faut échanger avec eux sur le contenu du projet, sur son opérationnalité, quels sont comment le projet va être conduit, quels sont les niveaux de risque, à quel degré ces risques sont-ils partagés. Voilà. Donc c'est un outil de représentativité, un outil qui va donner la voix et faire véritablement les acteurs du développement des partenaires à la fois de l'État, mais également des partenaires techniques et financiers. Vous savez bien que l'intérêt de la FAO. La FAO, c'est une agence du système des Nations Unies qui appuie, c'est une institution technique qui appuie le département dans la procédure, dans la dynamique qui est lancée, la dynamique de réforme de la Chambre. Donc la FAO apporte ses expériences dans un tel exercice parce que ce n'est pas pour la première fois que la FAO est, par ailleurs, dans d'autres pays au monde, la FAO a aidé à réformer des institutions consulaires. Et donc, fort de ces expériences, la FAO est donc une institution indiquée pour accompagner, pour aider le gouvernement à aller dans le sens de réformer la Chambre d'actu telle que le gouvernement l'a souhaité. C'est sur l'intervention de M. Henri Wicon que prend fin notre émission de ce jour. Nous étions en train de parler de la tenue de la session ordinaire du comité de pilotage de la Chambre d'agriculture qui avait eu lieu le 13 et le 14 mars 2019 dans la salle de conférence du ministère des Eaux et Forêts. C'était exclusivement sur l'examination des dossiers du projet TCP-CAF 3604 financé par la FAO. Pour vous, les téléspectateurs, je vous donne rendez-vous dans les prochaines émissions. Portez-vous bien, merci et au revoir. Enzara mosara mbitongana yashize kutungangu nalegeti yakambitumbamo yashize kutungangu nalegeti gingo anyama yashize kutungangu nalegeti batango asusu yashize kutungangu yashize kutungangu